Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, j'ai la chance d'aller interviewer Elsa Belmont. Salut Elsa. Salut. Alors Elsa, je t'ai découvert sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où tu as un compte qui s'appelle Ma kiné est nulle. Mais es-tu vraiment nulle? Ça, c'est aux autres d'en juger. Alors t'es venu en tout cas, tout en étant kinésithérapeute, puisque c'est ta profession, à venir créer du coup un compte Instagram? En sortant du diplôme, l'envie de continuer d'apprendre, de réviser, même revoir un peu les acquis ou les choses que j'avais pas trop bien comprises. Du coup, je me suis dit pourquoi pas, pour me motiver à justement réviser de manière qualitative, pourquoi pas faire des sortes de fiches que je mettrais en post Instagram en fait, et pour les partager, pour voilà. Et puis en plus, ça me permettrait d'échanger avec d'autres comptes kinés, parce que je suivais déjà des kinés sur Instagram. Je me dis pourquoi pas. Et puis comme j'aime pas trop faire les choses à moitié, je me suis mise à fond. Et quand on fait les choses à fond, souvent ça fonctionne un peu mieux. Et c'est ce qui s'est passé, ça a bien fonctionné. Et du coup, là, ça fait presque 1 an et demi que je suis dedans et j'ai pas arrêté. Ouais, j'ai vu ça. Après, t'as une passion qu'on peut partager ensemble, c'est le tennis. Yes. Voilà, donc, comme tu sais, moi j'ai été entraîneur de tennis pendant longtemps. Et toi, du coup, tu es, pardon, t'es passionné par cette discipline sportive et tu t'entraînes régulièrement. Oui, depuis toujours, ouais, le tennis, ça a toujours fait partie de ma vie et c'est vrai que je me vois mal arrêter de jouer. Ok. On va revenir un petit peu, avant de parler de ton parcours, de mental. La tradition en tout cas dans le podcast, la tradition, c'est toujours de venir faire de coupler une sorte de petit portrait chinois, questionnaire de Proust avec voilà, un peu moins d'une dizaine de questions. Alors du coup, si tu es d'accord, est-ce que tu es d'accord pour procéder à ce sujet-là? Ouais, je m'en doutais, j'avais écouté quelques-uns de tes podcasts et j'avais cru comprendre que c'était un peu le passage obligé. C'est le warm-up. C'est le warm-up. C'est avant de passer aux questions plus, on va dire, plus profondes. Voilà, des questions un peu qui nous permettent un petit peu de connaître un petit peu qui tu es, ce que tu aimes, etc. Donc, si tu devais choisir une couleur, couleur choisirais-tu et pourquoi? Alors en couleur, alors est-ce que c'est une couleur, le blanc? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, mais Ouais, pour moi, oui. Je sais pas, j'aime beaucoup les couleurs claires et c'est vrai que le blanc, ça va avec tout. C'est assez positif, je trouve, comme couleur et c'est plutôt une couleur qui me représente bien, je trouve. Plutôt que de choisir une couleur comme le bleu, le vert, le rouge, ça me correspond moins. le blanc, c'est la couleur du tennis aussi, hein. En tout Voilà, cas, ça me le donne. historiquement. Historiquement. Si tu devais choisir un moment de la journée que tu préfères, tu choisirais lequel? Moment de la journée, peut-être l'après-midi, c'est le moment où il fait le plus chaud, où j'ai eu le temps de me réveiller, mais je suis pas fatiguée. Rappelle-nous dans quelle région tu habites. Montpellier, À Montpellier. C'est pour ça qu'il fait chaud. voilà. Ok. Si tu devais choisir un livre qui t'a inspiré ou un livre vraiment référence que tu as en tête, ça serait lequel? Alors les livres, c'est très compliqué pour moi parce que je lis très peu, je suis pas une grande lectrice. Mais j'ai lu récemment pas mal de livres de Virginie Grimaldi, qui est assez connue et du coup c'est un peu bateau comme livre, mais que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé sa manière un peu les morales qu'il y a dans ses livres, qui sont assez faciles à lire du coup pour le coup pour quelqu'un qui lit pas beaucoup comme moi. Donc je citerai ses livres quoi. Ok. T'as pas lu les biographies d'Agassi, Pete Et Sampras, même pas, même pas, même Sere- pas. Serena Williams? Il va falloir s'y mettre, hein. Il faudrait, oui. En plus j'y pense, mais j'ai pas encore passé le cap. Si tu devais choisir une citation que tu affectionnes particulièrement, ça serait laquelle? Alors ça, je vais pas mentir, j'ai révisé avant, j'ai cherché avant parce que je me doutais que tu allais poser la question. Et du coup, j'avais pensé à la chance aide parfois, le travail toujours. Que j'ai beaucoup Ok. aimé cette citation parce que c'est vrai qu'il y a quand même une part de chance et de hasard dans la vie, mais
le travail quand même fait un peu tout et je pense que le hasard, il n'y a pas vraiment de hasard. Ouais, souvent, c'est comment dire, c'est souvent ce qui se passe, c'est qu'à force de travail, on se crée sa propre chance, j'ai envie de dire. Voilà, on force le destin. Si tu étais une qualité, quelle qualité serais-tu? Euh, une qualité, je pense, pour englober un peu tout, la bienveillance, parce que c'est ce qui revient un petit peu quand on parle de moi, entre guillemets. Je suis quelqu'un d'assez patiente, assez compréhensive. J'arrive facilement à me mettre à la place des gens. Et donc, oui, la bienveillance. C'est quoi ton principal trait de caractère? Principal trait de caractère. Bon, on en revient un peu à ça, du coup, mais euh, je sais pas. Je dirais pas la confiance en moi, puisque j'ai pas tout le temps confiance en moi, mais ouais, ou l'ambition, peut-être, parce que je suis quelqu'un vraiment de très déterminé, plutôt déterminé. Ouais, la détermination, c'est un trait de caractère vraiment qui me caractérise. Ouais. Ok. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Oui, un petit peu, ouais, un petit peu, un petit peu. Si tu devais en citer allez, un ou deux que tu affectionnes particulièrement. J'aime beaucoup le podcast d'Antoine Fonbonne, que j'aime parce que j'aime beaucoup son contenu. Et après, hors sport, j'écoute le podcast d'influenceuses un peu plus beauté, lifestyle, comme Anna RVR, voilà, ce genre de... Que du coup, peut-être les gens qui t'écoutent ne connaîtront pas. Bah, peut-être que ça va leur donner envie d'aller découvrir, hein. C'est un peu pour ça que je pose aussi la question, parce que des fois, ça Oui, permet de découvrir d'autres podcasts. Il y en a énormément, donc c'est souvent, clair. c'est intéressant de poser la question. Si tu devais choisir un autre sport que le tennis, quel sport choisirais-tu? Très compliqué. Sûrement la musculation, le crossfit. Parce que c'est des sports que j'ai déjà essayé de pratiquer ou que j'aime bien pratiquer, mais je retrouve pas le même plaisir qu'au tennis. Mais, euh, mais c'est des sports qui me passionnent aussi dans ma vie, quoi. Ça m'intéresse beaucoup, en tout cas, je me renseigne beaucoup sur ça et j'aime beaucoup. C'est quoi le plaisir que tu trouves quand tu joues au tennis? Se défouler, frapper, avoir à réfléchir, ou à se battre contre soi-même, être seul sur le terrain, c'est vachement bien aussi, je trouve. Même s'il y a de très gros points négatifs aussi à ça. Ouais, c'est ça, principalement. T'es compétitrice, tu fais des tournois, tout ça? Ouais, ouais, Bon, du coup, la dimension mentale, ça va te parler. ouais. Un petit peu, ouais, je pense. Alors, avant d'en parler, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Euh, c'est quoi le parcours pour devenir kinésithérapeute? Alors moi, du coup, après mon bac, je suis partie en Espagne pour faire mon cursus, donc les 4 ans de kiné. Donc après un bac scientifique. Et une fois que j'ai fait mes 4 années en Espagne, il y a une équivalence de diplôme à passer. Donc c'est un dossier administratif à remplir. Et puis une fois que le dossier a été validé, on peut avoir oui ou non des stages à faire en plus. Et puis ensuite, on est diplômé comme si on avait fait nos études en France. Ok. Pourquoi tu es parti en Espagne? Déjà parce que ça me tentait beaucoup. L'expérience de vivre en Espagne, j'ai toujours bien aimé, parce que je suis d'origine espagnole, donc j'ai toujours aimé pratiquer la langue déjà. Et puis en France, concours PACES, concours médecine. Ma sœur avait fait ce concours, donc j'avais vu quoi ça correspondait, quoi. Et j'avais pas envie de mettre ma vie perso entre parenthèses pendant un an pour faire cette année de médecine. On va dire qu'à choisir entre les deux, l'Espagne avait plus de points positifs à son actif. Ok. Du coup, tu rentres, c'est une école classique, il n'y a pas de concours d'entrée, c'est Ouais, c'est sur différent. dossier, ouais. C'est sur dossier l'entrée. Ok. Et du coup, tu pratiques couramment l'espagnol, c'est ce qui t'a permis aussi de facilement aller Ben, je étudier là-bas. parle, oui, je parle pas couramment espagnol, mais je le comprends et le pratique assez bien pour me débrouiller et être à l'aise, quoi. Bon, mais c'est super, c'est une super expérience.
En plus, l'Espagne, c'est quand même, comment dire, un pays très tennis aussi. Il y a le foot, Oui, c'est mais clair. C'est clair, oui. dans quelle ville tu as étudié? À Vic, donc entre Barcelone et Gérone. Ok. De quoi tu es le plus satisfaite dans ton parcours? Euh, donc tu parles d'une chose en particulier que j'ai faite? Ouais, quelque chose dont tu es fier d'avoir réalisé. Alors même si voilà, Oui. t'es relativement jeune, donc, mais dans ton parcours d'étudiante, voilà, tu as certainement dû réaliser des choses dont tu es fière et satisfaite. Non, je pense que c'est ouais, c'est mon diplôme. Enfin, d'avoir réussi, voilà, à faire les choses comme je voulais. Je savais que quand j'étais en terminale, je voulais partir en Espagne, je voulais faire kiné. Et puis, je suis assez fière d'avoir réussi à, voilà, à faire les choses dans l'ordre, comme je voulais, et sortir à 21 ans, diplômée kiné, pour moi, c'est une grande fierté, quoi. Si je te dis la phrase rendre possible l'impossible, est-ce que c'est une phrase qui fait écho à ton parcours ou c'est une phrase qui te parle? Alors, pas écho à mon parcours parce que enfin, pour moi, n'a été impossible à un moment. J'ai toujours cru que c'était possible. Mais c'est sûr que dans notre vie, oui, ça me parle. Quand on croit que quelque chose est impossible, justement, de prendre le temps de se donner les moyens de rendre ça possible. Comme par exemple pour mon compte Instagram, avant de créer mon compte, pour moi, avoir autant d'abonnés, c'était impossible. Il y avait une part de chance, même s'il y avait du travail qui était incroyable. Et je ne pensais pas que ça pouvait arriver, en tout cas à moi. Donc, au final, je l'ai rendu possible, puisque à force de persévérance et de travail, bah, j'ai aujourd'hui un nombre d'abonnés qui est ouf et que je pensais jamais possible, justement. Alors justement, ta réussite, bah, du coup, par rapport à ton compte Instagram, tu penses que tu as réussi à développer autant d'abonnés en faisant quoi en fait? C'est quoi ta recette? Ben, sur quoi j'ai misé, moi, c'est vraiment la régularité, la qualité de travail et aussi la proximité. J'essaye d'être assez proche de ceux qui me lisent. Alors pour moi, c'est pas des abonnés, c'est pas, enfin, je me rends vraiment pas compte de vraiment le nombre de personnes qui lisent ce que je produis, mais j'essaye d'être le plus moi-même en fait possible, voilà, en story, de parler comme je parlerais à n'importe qui et d'essayer vraiment d'être régulière, de, voilà, de produire du contenu le plus souvent possible et maintenir un lien en fait avec ceux qui suivent le compte. Ok, donc régularité, authenticité et bah, qualité des contenus, quoi. Ouais, voilà. Pour moi, c'est vraiment le trio gagnant. Ok, bah écoute, on va aborder un peu le côté un peu plus mental. Si tu devais le définir, le mot mental, tu le définirais comment, toi? Le mental, pour moi, c'est un état d'esprit surtout. C'est aller chercher certaines ressources qu'on a. Donc, ça peut être des ressources du coup qui sont dans notre tête, mais qui permettent aussi d'aller chercher des ressources physiques pour un peu débrancher le négatif qu'on peut avoir pour sortir le meilleur, quoi, sortir le meilleur de nous. Et c'est ça qui n'est pas du tout évident en fonction des situations. Mais le mental, c'est tout cet ensemble en fait qui nous permet de trouver une certaine force. Si tu devais décrire une personne qui a un bon mental, tu la décrirais comment? Une personne qui a un gros mental, euh, quelqu'un de déterminé, d'ambitieux, de confiant, qui arrive à se détacher un peu du négatif et et jamais lâcher, quoi. Quelqu'un qui abandonne pas. Djokovic? Ah, je suis pas du tout fan de Djoko. Moi, je citerai plus Nadal que Djoko. Ah, ils ont quand même Euh, ils mais ont c'est pas le même vrai style qu'il de jeu. a, on peut pas lui enlever que oui, il abandonne pas, mais on va dire qu'il a des valeurs que je partage pas ou que je pense pas partager. Ok, bon, on va se rapprocher de Nadal alors. Alors, est-ce que tu te prépares mentalement
Est-ce que tu fais des choses? Ben, pas du tout. Et c'est vrai que ça, c'est un peu mon défaut, c'est qu'au tennis, et comme dans beaucoup d'autres choses, je psychote un peu trop et du coup, je préfère penser à autre chose et laisser les choses venir en fait comme elles sont. Et du coup, c'est vrai que ça, j'essaye d'y travailler, par exemple en match, j'essaye d'un peu plus réfléchir, construire mon match, construire mon jeu, parce que c'est quelque chose que je faisais pas. Moi, je suis plutôt dans le spontané. Et je pense qu'il faudrait que j'arrive à trouver un juste milieu justement entre se préparer mentalement, construire un peu ce qui va arriver, et en même temps laisser du spontané parce que c'est important. Bah oui, ouais, c'est sûr. Donc du coup, t'as pas d'outils spécifiques que tu utilises, de rituels. Si, certainement, tu dois avoir des petits rituels quand même, parce que les joueurs de tennis, ils ont tous des petits rituels, On a des etc. petits, j'ai des petites superstitions, mais en rituel, non, pas tant que ça. Je sais que j'essaye de bien choisir les musiques que j'écoute avant d'aller en match, ce genre de choses, mais j'ai pas de musique préférée ou voilà. Ouais, ouais, je pense que tu as mis en place des choses et finalement, tu les as, comment dire, tellement mises en place que tu les fais automatiquement, en fait. La Ouais, on s'en rend pas musique. compte. Mm. Est-ce que, selon toi, c'est important d'être enthousiaste pour développer un bon mental? Totalement, totalement. Parce que dans l'enthousiasme, on pense forcément au positif. Et pour moi, si on est dans une sphère négative, on ne peut pas réussir. Enfin, on peut pas aller chercher on peut pas sortir le meilleur de soi-même si on n'est pas content, dans un bon esprit, de bonne humeur. Pour moi, vraiment, ça va avec. Et justement, quand on est de bonne humeur, bah, pour moi, c'est là qu'on fait les meilleures choses. Ok, on va aborder un petit peu la thématique de la confiance en soi et du droit à l'erreur. On va commencer par la confiance en soi. Est-ce que la confiance, tu l'as, tu l'as eu, on va dire, dès le départ? Tu as toujours eu confiance un petit peu en toi ou c'est quelque chose que tu as construit avec le temps, les expériences, les essais-erreurs? Non, c'est plutôt quelque chose qui se construit, ouais. Enfin, en tout cas, dans mon cas, je pense que non, j'ai pas eu justement confiance en moi dès le début. Et au contraire, je l'ai plutôt acquéri malgré moi par le travail, où en fait, à force de travail inconscient, au final, ben, on se rend compte qu'on peut faire des choses sympas. Et donc, donc j'ai dû me dire, voilà, en fait, je peux faire des choses plutôt cool, je peux réussir certaines choses. Donc, pourquoi pas continuer sur ce chemin-là, quoi. Quelle place tu donnes au droit à l'erreur? Alors, pour les autres, une grande place. Pour moi, tout le monde a le droit à l'erreur, voilà. Mais c'est vrai que pour moi, je suis très exigeante et j'ai du mal à accepter l'échec. Mais je sais qu'il existe, je sais qu'on en a besoin et c'est ça qui nous fait avancer. Mais c'est vrai que sur le coup, j'ai un peu de mal et c'est après coup que j'accepte justement ce droit à l'erreur. Si je te dis le regard des autres, est-ce que c'est quelque chose qui t'évoque quelque chose? Ah ouais, totalement. Totalement, totalement. Regard des autres, très important pour moi en tout cas, qui m'atteint particulièrement, mais que j'essaye de mettre dans l'ombre le plus possible. Mais c'est vrai qu'en fonction des situations, c'est pas évident. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose, tu as du temps à franchir et aujourd'hui, bah, c'est quand même, tu le gères mieux? Parce que c'est vrai que souvent, quand on fait des matchs de tennis, on peut être aussi, il peut y avoir le regard des autres, le regard de l'entraîneur, le regard de la C'est famille. clair. Bah, Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux par rapport à ça, mais c'est vrai que même aujourd'hui, un match où je suis seule sur le terrain, il n'y a pas de spectateurs, où il y a des amis, des copines du tennis, la famille, le prof, n'importe quoi, c'est vrai qu'on joue différemment. Parce que forcément, on pense à qu'est-ce qu'ils vont penser, si je joue bien, je joue pas bien, voilà. On a toujours envie de faire mieux quand il y a du monde, et c'est sûr que ça y joue, hein, c'est sûr. je reviens juste 2 secondes sur le droit à l'erreur, hein. Bah là, on était sur le côté un peu sport, mais sur le côté kiné.
Parce que souvent, du coup, on est plus dans la place de la santé, mais est-ce que ça peut arriver de faire des erreurs de manipulation, des choses qui finalement vont pas forcément aider le patient parce que du coup, on aurait pu faire différemment? Ouais, c'est sûr. Je pense surtout aux erreurs, entre guillemets, de bilan, où en fait, on propose des exercices, on propose un traitement qui, au final, fonctionne pas. Et du coup, là, pour nous, on le prend comme une erreur, mais c'est juste que c'est normal, en fait. On peut pas trouver d'emblée ce qui va fonctionner. On peut pas, voilà. Et puis, des fois, on se retrouve, comme tu dis, à faire peut-être une manip où le patient, en sortant, a peut-être un peu plus mal. Bon, sur le coup, hein, on l'a pas tué, mais, mais du coup, on s'en veut un peu. Mais c'est des choses qui sont obligatoires. En tant que kiné, on ne peut pas avoir que des réussites et taper dans le mille à chaque fois. C'est juste que on préférerait que ça se passe comme ça, mais c'est pas possible c'est pas possible d'avoir que du positif. Ok, du coup, en parlant de positif, est-ce que tu as des techniques pour rester positif au quotidien, toi? Euh, Je pense que maintenant, ça se fait assez naturellement. Je sais que j'ai tendance à toujours essayer de voir le positif des autres et de la situation. Mais quand il m'arrive de voir que le négatif, par exemple après une défaite, je sais pas, j'essaye de penser justement à ce que j'ai fait de positif et à ce qu'il y a de positif dans ma vie, que ce soit par rapport au tennis ou au reste, essayer de vraiment de mettre de côté le négatif et de penser à ce qui me fait sourire ou ce qui pourrait me faire sourire aujourd'hui, quoi. Bon, déjà, vous avez le soleil du sud, ça fait du bien. Ça aide vachement quand même. Ça aide à être positif, ça. Est-ce que tu as des trucs pour te motiver au quotidien, pour booster, comment dire? Parce que bon, on va travailler, enfin voilà, donc du coup, ça peut être répétitif par moment, le quotidien. Et comment tu fais pour du coup te motiver quotidiennement, quoi? Je pense que me donner des objectifs ou des défis, ça aide vachement. Ou me donner voilà, il y a dans la journée, voilà, je travaille. Si je me dis que ce soir, après, je vais aller jouer au tennis ou après, je vais aller courir, je vais aller. Voilà. Du coup, ça aide déjà à faire passer la journée plus vite. Et sinon, par exemple, dans le tennis, je joue, je sais que je joue dans l'objectif d'une compétition après, ou voilà, d'avoir un objectif, d'avoir une ligne de progression. Même s'il n'y a pas un tournoi ou une compétition, déjà une ligne de progression et d'essayer de se dépasser en fait soi-même après. Je pense que après, il y a toujours des phases un peu où on stagne ou qui sont un peu creuses où on n'a rien de particulier à faire, mais c'est vrai que il faut que j'ai besoin d'avoir un challenge, j'ai besoin d'avoir quelque chose à faire, quelque chose qui me coupe de cette routine, quoi. Ok. On va parler de la gestion des émotions. Du coup, généralement, le tennis, ça peut en procurer beaucoup des émotions. Donc, très souvent, on peut connaître un peu de pression. Ça peut être un stress positif avant un match, mais ça peut être aussi l'inverse en fonction de l'adversaire qu'on rencontre. Après, je ne sais pas si dans le côté kiné, on a du stress ou de la pression. Peut-être tu pourras nous le dire. Et du coup, comment tu t'y prends pour gérer cette pression ou éventuellement le stress quand tu en as? J'essaye de souffler, de réfléchir un petit peu, de me parler à moi-même, quoi. Mais c'est vrai que là, je pense particulièrement au tournoi pendant un match où c'est assez difficile de se calmer, mais on va dire que je me mets des limites et que je sais que j'essaye et je ne dépasse jamais certaines limites parce que on est tellement une autre personne sur un terrain que très facilement, il peut ne pas y avoir de limite. Et c'est hyper contre-productif, à mon avis. Donc voilà, après en kiné, oui, oui, il y a du stress par rapport à certains patients, parce qu'il y a des patients qui sont un peu plus demandeurs que d'autres, qui justement nous mettent une pression et des attentes par rapport à la prise en charge et aux résultats. Mais c'est à nous voilà, de faire les choses dans l'ordre et de lui expliquer que voilà, faut être patient et que nous, on fait tout ce qu'on peut, quoi.
Ok. Le tennis, c'est un sport avec une grosse dominante concentration. Comment tu fais du coup quand tu joues pour rester concentré et optimiser cette concentration et de la même manière dans ton travail? J'essaye de rester assez focus sur l'essentiel. J'essaye de pas trop m'éparpiller. Euh, mais c'est vrai que des fois, c'est assez compliqué. Mais par exemple, au tennis, j'essaye de me focaliser sur mon souffle ou sur mes jambes, ou voilà, essayer de distraire mon esprit pour qu'il se focalise sur quelque chose de justement de pertinent pour le match. Et en kiné, non, enfin, j'ai pas besoin de me recentrer. Je suis assez concentrée dans. Parce qu'en fait, je m'y sens bien. Quand je travaille, je me sens bien. Et donc, je travaille naturellement. Il y a pas tant de pression que ça dans les journées classiques, quoi. Ok, c'est bien ça, un travail sans pression. Ah, mais je vais travailler avec tellement de plaisir chaque jour. Enfin, les journées passent très vite, donc c'est génial. Et je sais que ça, c'est une chance incroyable. Effectivement, effectivement. À parler de détermination, il paraît que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Elsa? Totalement vrai. Ouais, pour moi, il faut rien lâcher, parce que si on accepte de lâcher une fois, on l'acceptera une autre fois, et puis une autre. Et donc, on a le droit de lâcher de temps en temps, ouais. Mais pour moi, c'est important dans la grande majorité du temps, de rien lâcher, de se forcer à continuer, à persévérer. Et c'est ça qui, une fois, peut-être qu'on va persévérer, mais qu'il n'y aura pas un résultat incroyable. Mais c'est à force de persévérer une fois, deux fois, trois fois, que là, on aura des résultats. Parce que le temps fait beaucoup aussi. Le temps fait beaucoup et c'est vrai que des fois, on a l'impression que c'est foutu, que justement, le temps n'y fera rien, mais en fait, non, le temps, il fait toujours. L'accumulation, des efforts, c'est ça qui fonctionne. Oui, il y a un très bon livre là-dessus qui s'appelle L'effet cumulé, sur, qui vient un petit peu argumenter ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que c'est l'accumulation des efforts et du travail et répercuté sur le temps qui permet de réussir, tout simplement. Après, la seule chose qu'on ne connaît pas, c'est à quel moment la réussite arrive. Oui. Alors, une question qui peut être intéressante, parce que toi, tu es kiné, donc tu peux très bien avoir en tout cas des patients qui reviennent de blessures ou finalement, moi, je sais que par exemple, quand je me suis rompu le tendon d'Achille, j'ai mis du temps à revenir et que c'était pas facile de récupérer, de retrouver de l'élasticité et que c'était hyper douloureux parce que du coup, le tendon il s'était pété et Eh du oui. coup, est-ce que selon toi, il faut savoir apprendre à supporter la douleur pour progresser? Alors moi, j'ai ma réponse parce que j'ai j'ai vu que j'avais dû endurer une certaine dose de souffrance et de comment dire, aussi même psychologique parce que quand on est blessé, qu'on est sportif, c'est compliqué de s'arrêter. Et aussi pour retrouver sa souplesse où j'ai dû y aller étape par étape parce que ça fait mal, quoi. Oui, oui. Et, et du coup, toi, tu t'en penses quoi de ça? Ben, je pense que oui, la douleur est un peu indispensable dans la progression. Parce que si on veut, on progressera sans douleur, mais beaucoup plus lentement. Mais tout est dans la gestion justement de cette douleur et d'une limite. Pour moi, tout est une question de limite. Il faut aller chercher cette limite, mais pas la dépasser. Parce que on doit pas vivre dans la douleur, on doit pas, voilà, c'est pas normal de vivre avec trop de douleur, on va dire. Mais, euh, mais évidemment qu'une douleur est indispensable et obligatoire, on y passe tous dans la progression. Mais faut pas aller au-delà. On va dire qu'il y a des limites et la limite, elle est subjective, elle n'est pas la même pour tout le monde. Et après, là, on part dans un débat qui est vraiment sans fin au niveau de la douleur, parce que la douleur, comme c'est subjectif, ben, c'est tellement différent pour tout le monde. On ne supporte pas la douleur de la même manière, on ne la vit pas de la même manière, on ne la ressent pas pour les mêmes choses. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué d'avoir une réponse universelle.
Ok, on arrive sur du coup, sur la fin de l'épisode. La tradition veut que c'est l'invité qui clôture le podcast et qui, pour laisser son empreinte, peut en tout cas venir parler de quelque chose qui lui tient à cœur ou d'un message que tu as envie de transmettre. Du coup, qu'est-ce que tu aimerais laisser comme empreinte de toi dans cet épisode? Ça me met la pression, là, une empreinte carrément. Non, ouais, moi, le message que j'aime bien faire passer, c'est la patience et le travail. Voilà, bougez, faites ce que vous aimez et surtout persévérer là-dedans parce que pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est de pas vouloir avoir tout de suite, même si je veux avoir tout de suite moi, mais j'essaye d'apprendre sur ça. Donc voilà, faites ce que vous aimez et n'abandonnez pas. Bon, c'est un beau mot de la fin. Si on veut te retrouver, Elsa, donc du coup, il y a ton compte Instagram, c'est ça? Maquiner est nul. Voilà, c'est là où vous trouverez tout. Voilà. Et si on est du côté de Montpellier et qu'on veut venir faire sa rééducation avec toi, comment on fait? Ah, mais c'est impossible. Non, non, je rigole. Je cherche pas de patients via Instagram et je veux pas faire de ma pub par rapport à ça. Donc, Non, non, mais ça veut dire que tu passes par le réseau classique, c'est-à-dire c'est Doctolib, tout même ça, pas, c'est... non, Non? comme je suis pas à Montpellier même, donc Doctolib, c'est pas hyper pertinent pour nous. Donc, c'est plutôt du bouche à oreille chez moi et ça me va très bien. Ok, ok. Bah écoute, merci beaucoup Elsa pour Merci à toi pour l'in- l'invitation, c'était cool. ouais, et puis merci beaucoup pour toi pour l'intégralité de tes réponses et d'avoir amené un petit peu de un sang nouveau parce que j'avais jamais eu de kiné sur le podcast et encore moins de kiné qui joue au tennis. Donc Nickel. voilà. Bon bah écoute, merci beaucoup et puis je te souhaite une belle année 2023 et puis plein de perfs, comme on dit, On espère. Merci. au tennis. À très bientôt. Ciao.